Une petite autoprésentation. Yvon Foll, je suis médecin retraité et membre du conseil d'administration, en charge ce soir d'animer cette présentation. Pour l'interactivité, vous pouvez bien sûr utiliser le chat. Il sera répondu à vos questions soit au fil de l'eau, soit en différé à la fin de chaque session ou à la fin de la présentation. Cette rencontre consacrée ce soir au cancer colorectal, vous savez que, comme moi, que c'est un sujet récurrent, ne serait-ce que par sa fréquence et sa gravité, et qui en appelle dès lors à toute notre vigilance, nous, professionnels de santé, pour optimiser sa prévention. Non, mais il faut pas. Le but de cette soirée est double. C'est à la fois vous permettre une auto-évaluation de votre pratique en prévention de ce cancer colorectal et en deuxième lieu, de vous apporter toutes les précisions nécessaires à la fois sur la réalisation du test et sur la réalisation des coloscopies, et ceci de façon à enrichir l'argumentaire que vous pouvez développer auprès de vos patients, de vos clients, voire de votre entourage. Alors, pour faire cette présentation, nous avons l'avantage et le plaisir d'accueillir deux experts. Le docteur Franck Chollet, qui est le chef du service d'hépato-gastro-entérologie du CHU de Brest. Bonsoir Franck. Bonsoir Yvon, bonsoir à tous. Et le professeur Michel Robaskiewicz, lui-même hépato-gastro-entérologue hospitalier, et qui intervient ce soir comme président du COCR-CDC de Bretagne, donc Centre régional de coordination et dépistage des cancers. Bonsoir Michel. Bonsoir Yvon et bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées ce soir pour ce webinaire. Alors Michel, pour introduire ce débat, je te poserai une première question. Quels sont les déterminants et les données actualisées qui confortent les enjeux de ce dépistage du cancer colorectal? Oui, la première chose qu'on va envisager dans cette présentation, ce sont les enjeux du dépistage organisé du cancer colorectal, notamment en termes de santé publique. Et on va voir un peu l'histoire naturelle et le pronostic de ce cancer colorectal et notamment ses enjeux sociétaux et financiers. Alors, le cancer colorectal dans le monde, c'est un cancer qui est très fréquent et qui pose réellement un problème de santé publique, puisqu'il y a pratiquement 2 millions de nouveaux cas de cancer colorectaux qui sont diagnostiqués chaque année au travers du monde, et ce cancer est responsable de plus de 900 000 décès annuels. En termes de fréquence, le cancer du côlon et du rectum se situe au troisième rang des cancers après le cancer du sein et le cancer du poumon. Ce sont les barres sur le graphe de gauche en bleu. Et en termes de mortalité, il arrive en deuxième position, ce sont les barres rouges, derrière le cancer du poumon. Quand on regarde la répartition mondiale de ce cancer, on voit que c'est un cancer qui est l'apanage des pays à haut niveau socio-économique, et en particulier tous les pays qui ont adopté un mode de vie occidental, et on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans les facteurs de risque de ce cancer. Alors, en France, ce cancer, selon le panorama des cancers qui vient d'être publié par l'INCa ici en 2024, donne 47 000 nouveaux cas chaque année, 26 000 chez les hommes avec une petite prédominance masculine et 21 000 chez les femmes. Et ce cancer est responsable de 17 000 décès par an. Si on compare ces chiffres par rapport aux cancers les plus fréquents, on s'aperçoit qu'en termes d'incidence, le cancer du côlon arrive en troisième position derrière le cancer de la prostate et du poumon chez l'homme, et en deuxième position derrière le cancer du sein chez la femme.
À titre de comparaison, il y a chaque année 61 000 nouveaux cas de cancer du sein qui sont détectés. Attends, moi je vais couper le mien ici. 52 000 cancers du poumon. Et vous voyez qu'on n'est pas très loin avec les chiffres d'incidence du cancer du colorectal. Et en termes de décès, le cancer du poumon est responsable de 30 000 décès, donc un peu moins de 2 fois la mortalité par cancer du côlon, alors que le cancer du sein et le cancer de la prostate sont respectivement responsables de 12 000 et 9 000 décès annuels. Donc vous voyez le problème de santé publique que cela représente. Quelles sont les tendances depuis une dizaine d'années évolutives en termes d'incidence de mortalité? Eh bien, on voit que chez l'homme, entre 2010 et 2023, l'incidence a tendance à diminuer de 0,5% par an, alors qu'elle augmente chez la femme de 0,4% par an, alors que la mortalité diminue dans les deux sexes, du fait, premièrement, de l'amélioration de la prise en charge de ce cancer et des progrès thérapeutiques qui ont été réalisés, et également grâce au dépistage des formes précoces de ce cancer. Quand on regarde la répartition en termes d'incidence et de mortalité selon les sexes sur le territoire français, on voit que ce cancer est particulièrement fréquent et responsable d'une mortalité importante chez l'homme sur toute la ceinture nord-ouest de la France, c'est-à-dire dans le nord de la France, en Normandie et en Bretagne, alors que chez la femme, c'est beaucoup moins net. La mortalité est surtout prédominante dans les Hauts-de-France. En ce qui concerne l'histoire naturelle du cancer colorectal, on estime qu'il y a environ une personne sur 20 à 30 qui va développer un cancer colorectal au cours de sa vie, et ce cancer va toucher 3% des femmes et 4% des hommes. Plus de 80% de ces cancers du côlon et du rectum résultent de la transformation maligne de polypes qui sont initialement bénins. Et sur cette diapositive, vous avez la séquence adénome-cancer qui donc est responsable de ce schéma de carcinogénèse. Alors, fort heureusement, tous les adénomes du côlon, qui sont une pathologie extrêmement fréquente, ne dégénèrent pas en cancer. On estime que sur 1000 adénomes, seuls 20 vont devenir ce qu'on appelle des adénomes avancés, à fort risque de cancer. Ce sont en particulier les adénomes qui mesurent plus de 1 cm de diamètre et qui ont des lésions de dysplasie de haut grade. Et sur ces 1000 adénomes, il y aura une évolution vers le cancer dans environ 1 cas sur 1000. En termes de pronostic, le stade de diagnostic est réellement le facteur déterminant. On estime qu'il y a environ, sur le graphe de gauche, un tiers des cancers colorectaux qui sont localisés à la paroi du côlon, un tiers qui ont une extension régionale avec des métastases ganglionnaires sur les ganglions adjacents à la tumeur, 22% qui ont des métastases à distance. Et on voit que le pronostic dépend réellement du stade au diagnostic, puisque dans les formes localisées à la paroi du côlon, on a des taux de survie qui dépassent 90%. Lorsque des ganglions sont envahis à proximité de la tumeur, les taux de survie à 5 ans baissent pour être autour de 70%. Et lorsqu'il existe des métastases, on a des taux de survie qui sont faibles, autour de 15%. Donc il y a réellement un intérêt à faire un diagnostic précoce, car le pronostic de ce cancer, et on va voir sa prise en charge, sont beaucoup plus faciles. Sur ce petit film, que je vais vous montrer 2 fois, vous avez ici la progression d'un petit adénome en bas, qui est entouré par ce cercle qui tourne, qui va progressivement grossir au niveau de la muqueuse colique pour devenir un cancer invasif qui va progressivement envahir la paroi, et au fur et à mesure de cet envahissement en profondeur, vont apparaître des métastases ganglionnaires liées à des cellules tumorales qui vont essaimer dans les ganglions adjacents à la tumeur. Et puis à un stade évolué, ces cellules vont diffuser à partir des ganglions envahis vers des organes,
tels que le foie, le poumon, pour donner des métastases. Alors la prise en charge de ce cancer dépend du stade de diagnostic. Vous voyez que pour les formes très précoces de cancer, les traitements endoscopiques maintenant permettent la guérison de ces cancers et un traitement avec une intention curative. Lorsque le cancer envahit la paroi, le seul traitement qui est possible du fait du risque d'envahissement ganglionnaire est la chirurgie. Lorsque cet envahissement ganglionnaire est détecté sur les pièces opératoires, eh bien, en complément de la chirurgie, on doit réaliser une chimiothérapie adjuvante complémentaire. Et lorsque des métastases apparaissent, le seul traitement possible est généralement la chimiothérapie avec plusieurs lignes qui sont actuellement possibles et des thérapies ciblées, mais donc un traitement qui devient beaucoup plus complexe. Quand on regarde les enjeux sociétaux et financiers, alors j'ai été à l'origine d'une étude réalisée à partir des données du SNDS entre 2009 et 2019, qui a permis de comparer les coûts du traitement endoscopique des adénomes avancés et des cancers débutants par rapport au traitement chirurgical. Et on voit que le traitement endoscopique présente un avantage en termes de coût par rapport au traitement chirurgical avec un ratio de 6. Donc le traitement chirurgical coûte 6 fois plus cher par rapport au traitement endoscopique, et on verra tout à l'heure dans la présentation de Franck Chollet qu'il y a eu d'énormes progrès qui ont été réalisés en endoscopie interventionnelle pour la prise en charge de ces cancers. En termes de mortalité, vous voyez également que la mortalité en cas de traitement chirurgical est plus importante que celle du traitement endoscopique. Alors ces chiffres de mortalité sont relatifs à la mortalité globale et pas uniquement à la mortalité liée au geste endoscopique ou au geste chirurgical. Dans cette vaste cohorte de patients, c'est la mortalité, toutes causes confondues. Voilà, donc pour ce terme de précision. Concernant les coûts directs de la prise en charge du cancer colorectal, eh bien, je n'ai pas retrouvé d'études récentes concernant, et c'est très étonnant de la part de l'assurance maladie qui ne donne pas de données de coût de la prise en charge en ALD des cancers du côlon. La seule étude que j'ai retrouvée dans la littérature est une étude qui date de 2000, du début des années 2000, et vous voyez que le coût de la prise en charge en ALD, le coût direct, dépendent du stade de diagnostic. Plus le stade est évolué et plus cette prise en charge coûte cher. Et avec, donc c'est une étude réalisée autour du début des années 2000. Vous savez que les traitements des cancers du côlon ont beaucoup évolué, que sont apparues des thérapies ciblées et maintenant les patients bénéficient de plusieurs lignes de chimiothérapie, et on peut considérer que ces coûts sont encore supérieurs pour les stades 4 et les stades 3 de ces cancers. Pour ce qui est des coûts indirects de la prise en charge, vous voyez ici une étude qui est issue du livre blanc de l'hépatogastro-entérologie qui a été publié en 2020, qui montre que le nombre de jours d'arrêt de travail pour cancer colorectal s'élève à près de 3 millions, ce qui est considérable et ce qui représente un montant total d'indemnités journalières versées par l'assurance maladie de près de 90 millions d'euros. Donc vous voyez que réellement le coût sociétal de cette pathologie est extrêmement important, et je vous ai montré vraiment l'intérêt de faire un diagnostic à un stade précoce en termes de pronostic, en termes de simplicité des traitements et de coût des traitements. Alors, je pense, Michel, que l'on peut retenir de ces enjeux donc le maintien d'une tendance lourde au plan épidémiologique de ce cancer et d'une d'une facture très lourde à la fois en souffrance individuelle comme en coût social. Et ceci engage d'autant plus notre responsabilité, nous, professionnels de santé, en tant que maillon fort de cette prévention. Alors, cette prévention obéit donc à une stratégie bien codifiée. Quels sont, Michel, les fondamentaux de cette
prévention dans ces deux volets de la prévention primaire et la prévention secondaire? Voilà, alors classiquement, on différencie en matière de prévention ce qu'on appelle la prévention primaire de la prévention secondaire, voire de la prévention tertiaire. La prévention se définit comme l'ensemble des actions qui peuvent être menées à titre individuel ou collectif, de manière à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies ou des accidents. La prévention primaire, ce sont toutes les actions qui vont agir sur les facteurs de risque des cancers avant que ne débute la maladie. La prévention secondaire intervient lorsque la maladie est déjà constituée, mais qu'elle n'entraîne pas encore de symptômes cliniques. Et c'est l'intérêt du dépistage de faire un diagnostic précoce de ces cancers alors qu'ils ne donnent pas encore de signes cliniques. On va voir que le cancer du côlon se prête particulièrement au dépistage organisé. Quant à la prévention tertiaire, c'est donc prévenir les risques de récidive ou de complications après une maladie déjà déclarée. Alors, concernant les mesures de prévention primaire, je vous ai dit en introduction que le cancer était lié à un mode de vie occidental. Les principaux facteurs de risque qui sont à l'origine du cancer colorectal sont d'ordre alimentaire, sur la partie droite de la diapositive, sur laquelle donc, je reviendrai, mais sont également liés à la consommation d'alcool et de tabac en France, au surpoids, à l'obésité, au manque d'activité physique et à la sédentarité. Concernant les facteurs alimentaires, on sait qu'il y a des facteurs qui favorisent l'apparition du cancer colorectal. C'est en particulier la consommation de viande rouge, la consommation de viande cuite au barbecue, avec la production de produits carcinogènes du fait de la carbonisation de ces aliments. Et puis ce sont également les charcuteries, puisque les dérivés nitrosés qui sont utilisés pour la conservation de ces charcuteries sont maintenant des carcinogènes prouvés. Les facteurs qui, à l'inverse, protègent du cancer colorectal sont la consommation de fruits et de légumes, avec les recommandations de consommer au moins 3 à 5 fruits et légumes par jour, la consommation de fibres alimentaires et la consommation de lait et de calcium. Et on estime que, globalement, tout cancer confondu, il y a 40% des cancers qui pourraient être évités en France. Et on voit que pour le cancer colorectal, ça dépasse 50% chez l'homme, parmi la proportion de cancers colorectaux attribuables à des facteurs de risque que l'on peut modifier au cours de son existence, alors que l'on retrouve ce taux de 40% chez les femmes. Donc, les mesures de prévention primaire que l'on peut adopter, c'est le conseil alimentaire, limiter sa consommation d'alcool, lutter contre le surpoids, l'obésité, le tabagisme, et avoir une activité physique régulière, d'au moins 30 minutes par jour. Alors, quant à la prévention secondaire, donc, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de détecter à un stade précoce des maladies qui n'ont pas pu être évitées par la prévention primaire. Et donc, le but, alors que la prévention primaire, c'est de diminuer l'incidence d'une maladie, pour la prévention secondaire, c'est diminuer la prévalence de cette maladie dans la population et de réduire la durée et la gravité d'évolution de cette maladie. Et le dépistage organisé s'inscrit dans cette démarche de prévention secondaire. Le but de ce dépistage, c'est de détecter un cancer avant même qu'il ne se manifeste par des signes cliniques. Et on a vu donc que cette détection précoce permet de proposer des traitements moins lourds, avec plus de chances de guérison, d'où son réel intérêt en matière de santé publique. Alors, en matière de dépistage, on oppose habituellement ce qu'on appelle le dépistage organisé par rapport au dépistage individuel. Le dépistage organisé est destiné à cibler l'ensemble d'une population qui ne présente pas de symptômes ni de facteurs de risque particuliers. C'est le cas des autres dépistages organisés qui sont présents sur le territoire français, en particulier le dépistage organisé du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, alors que le dépistage individuel,
Il est proposé dans le cadre d'un suivi particulier en fonction du contexte médical de la personne concernée, et c'est notamment le suivi de personnes à risque ou qui ont des antécédents familiaux. Alors, le dépistage organisé, son principe. On ne peut pas faire pour le cancer colorectal de coloscopie à tout le monde. Donc, il faut bien qu'il y ait une sélection d'une population à risque de cancer, qu'on appelle la population éligible au dépistage organisé. Et cette sélection se fait grâce à un test. Et ce test doit être de réalisation simple, acceptable sans danger, peu coûteux, validé et performant. Si le test est positif, et on va voir les taux de positivité des tests immunologiques pour le dépistage organisé du cancer colorectal, on sélectionne à peu près globalement 3 à 4% de la population, donc 4% de tests qui sont positifs. À ce moment-là, il faut avoir recours à des examens complémentaires visant à détecter la pathologie que l'on suspecte. Si cet examen complémentaire est positif, le patient entre alors dans une filière de soins qui consiste à traiter donc, la lésion qui a été découverte au cours de cet examen complémentaire. Si le test est négatif, il faut conseiller de refaire le test au bout de 2 ans. Dans la majorité des cas, le test s'avère négatif, et à ce moment-là, pour éviter notamment la survenue de ce qu'on appelle des cancers de l'intervalle, il est conseillé de refaire le test, et pour le cancer colorectal, le cancer du sein, la périodicité de ces contrôles, soit par test immunologique, soit par mammographie, est de 2 ans. Alors, le cancer colorectal, c'est un cancer qui se prête particulièrement au dépistage organisé, parce que l'OMS a édicté un certain nombre de critères pour la mise en place, la mise en œuvre d'un dépistage organisé, et on peut dire que le cancer colorectal remplit l'ensemble de ces critères. C'est un problème de santé publique, on l'a vu du fait de son incidence et de sa mortalité. Son histoire naturelle est connue, avec cette séquence adénome-cancer pendant une dizaine d'années. Il existe un test de dépistage adapté qui est simple à mise en œuvre, qui est le test immunologique, ce qu'on appelle le FIT test. Ce test est acceptable par la population. Et puis, lorsque ce test s'avère positif, il y a des moyens de diagnostic par la coloscopie et des moyens de traitement. Et puis la balance bénéfice-risque de ce dépistage, les études ont montré qu'elle était favorable. Et enfin, le dernier critère, il faut que ce programme soit efficient, et on va revenir sur l'efficience du dépistage organisé de ce cancer. Donc, à retenir, Michel, donc, en quelque sorte, faire le plein de vitalité et de bien-être par quelques règles simples d'hygiène de vie, associées bien sûr à l'anticipation diagnostique par le dépistage chez les personnes asymptomatiques. Alors, ce dépistage donc est en place depuis de nombreuses années, ici dans le Finistère depuis 20 ans. En est-il des évolutions de ce dépistage au cours de ces 20 dernières années? Alors, il y a eu plusieurs étapes dans l'organisation du dépistage. Jusqu'en 2019, les dépistages étaient organisés à l'échelle départementale, par les structures départementales de dépistage qui existaient dans les différents départements. Et puis en 2019, il y a eu une volonté politique de régionaliser le dépistage organisé selon un modèle calqué sur les régions administratives françaises. C'est ainsi qu'il y a donc 16 centres de coordination des dépistages organisés qui ont été créés à l'échelle de la France. Et en 2024, on va le voir, il y a eu encore une évolution dans la politique de dépistage avec l'envoi des invitations au dépistage organisé du cancer colorectal par l'assurance maladie. Alors, en termes d'organisation, c'est une organisation en plusieurs strates.
Il y a premièrement le pilote national du dépistage organisé, qui est le ministère de la Santé au travers de la Direction générale de la santé. À l'échelle inférieure, donc, interviennent Santé publique France essentiellement pour l'évaluation des programmes de dépistage par les données qui leur sont remontées à partir des centres régionaux de coordination des dépistages des cancers. Il y a l'Institut national du cancer qui est chargé de piloter le dépistage, de mettre en place ces modalités pratiques en France. Et puis il y a l'assurance maladie maintenant qui joue un rôle important en tant que financeur. Mais ça, elle était déjà chargée du financement de ce dépistage organisé. Et maintenant, elle est chargée depuis donc 2024 de l'envoi des invitations. Et puis il y a enfin à l'échelle de la déclinaison territoriale, l'organisation régionale qui dépend des agences régionales de santé, de l'assurance maladie et des autres caisses de sécurité sociale, et qui est donc organisée autour donc, des centres de coordination de dépistage des cancers, ce qu'on appelle les CRCDC. Voilà en termes d'organisation générale de ce dépistage. Alors, ce dépistage du cancer colorectal repose depuis 2015 sur la réalisation d'un test qu'on appelle le test immunologique, ou FIT, qui a remplacé l'ancien test qui était utilisé jusqu'à l'époque, qu'on appelait le test au Gaillac ou le test Hémoculte. Il s'avère que ce test immunologique est plus fiable, il est plus simple d'utilisation, parce qu'un seul prélèvement de sel est nécessaire alors qu'il en fallait 3 avec le test Hémoculte. Il est plus fiable parce que la lecture est une lecture optique par des automates, alors qu'elle était visuelle avec l'ancien test. Et par rapport à l'ancien test Hémoculte, au seuil qui est utilisé en France de positivité du test immunologique, on a montré qu'il permet de détecter 2,5 fois plus de cancers et 3,7 fois plus d'adénome avancé que l'ancien test Hémoculte. Alors, les objectifs de ce dépistage, c'est de réduire la mortalité, c'est le but de tous les dépistages organisés, mais on a également, en matière de dépistage organisé du cancer colorectal, une action sur l'incidence de ce cancer, parce que ce test immunologique permet de détecter à la fois des cancers, mais également des lésions précancéreuses. Et ces lésions précancéreuses sont notamment les adénomes et les adénomes avancés. Et lorsque l'on parvient à traiter ces adénomes avancés, on sait que l'on prévient l'apparition ultérieure d'un cancer colorectal. Et par cet intermédiaire, on peut avoir une espérance de diminuer l'incidence de ce cancer, et c'est ce qu'on observe sur les dernières tendances évolutives. Pour que ces objectifs en termes de réduction de mortalité et d'incidence du cancer colorectal soient réels, il faut réellement avoir un taux de participation de la population éligible au dépistage organisé qui soit, selon les recommandations européennes, de 65%. Et on va voir qu'on en est un peu loin en France. Et puis le dernier objectif du dépistage organisé du cancer colorectal, c'est de réduire les inégalités d'accès au dépistage, et notamment vers les populations qui sont éloignées des systèmes de soins, les populations défavorisées. Et c'est tout le but des actions d'aller vers ces populations à risque et fragilisées, socialement défavorisées, pour améliorer les taux de participation. Oui, donc ce test immunologique, Michel, constitue un véritable progrès. Insistons sur le fait que ce n'est pas un test diagnostique comme quelquefois ressenti par le public, mais un test de criblage d'une population donc asymptomatique qui n'a aucun antécédent particulier. Pour les résultats, quand je t'interroge, Michel, sur le résultat du DO, tu me réponds souvent « peut mieux faire ». Et qu'est-ce que tu entends par là dans cette formulation lapidaire? Peut mieux faire, c'est effectivement le constat que l'on peut
établir, lorsqu'on compare le taux cible préconisé par les recommandations européennes de participation de minimum 65% et les taux de participation effective constatés en France. Et on regarde que le taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal en France stagne actuellement. Il est au cours des 2 dernières campagnes de 34,3%. Sur 17 millions de personnes éligibles, il n'y en a que 6 millions qui font des tests, et ça explique ce taux de participation qui est faible. Donc vous pouvez constater qu'il y a eu une inflexion de la courbe en 2019-2020, sur la campagne 2020, qui correspondait à la période du Covid, puisque l'activité des CRCDC a été interrompue du fait du confinement. Et vous pouvez constater que le Covid n'a pas eu d'influence sur les retards au diagnostic, puisque les CRCDC ont permis de rattraper, se sont mobilisés pour rattraper les retards d'invitation durant cette période. Et vous voyez que les taux de participation sont remontés après 2020, après cette période Covid. Alors quand on regarde à l'échelle nationale, on voit que les taux de participation dépendent selon les régions et selon les départements. Ils sont particulièrement élevés dans le centre-ouest, en Bretagne, dans les Pays de Loire, en Normandie, également en Alsace, en Bourgogne et en Isère. Alors qu'il y a d'autres régions, la région parisienne, le nord de la France, la région Occitanie et PACA, où ces taux de participation sont beaucoup plus faibles. Et quand on compare ces taux de dépistage en France par rapport à d'autres pays européens, c'est là qu'on peut dire peut mieux faire, puisque on voit que dans certains pays, en particulier dans le taux de participation avoisine les 70%, et même des études plus récentes montrent qu'il dépasse 70%. Même dans les pays méditerranéens, vous voyez qu'en Italie, on a 54% de taux de participation, et un pays comme la Slovénie fait nettement mieux que la France, avec des taux de participation pratiquement 2 fois supérieurs à ceux observés en France. Donc il y a des progrès à faire en matière de taux de participation. Et ça, c'est réellement important, puisque en 2019, l'INCa a produit un rapport technique où il a modélisé l'impact du dépistage et des taux de participation sur le nombre de décès évités par an. Et vous voyez que dans la situation actuelle, qui est de l'ordre de 34% de taux de participation, on évite 2600 décès par cancer colorectal par an. Alors que si le taux augmente à 45%, on éviterait 4000 décès par an, et si le taux était le taux cible de 65%, on éviterait 6600 décès par an. Ça a également des conséquences en termes d'incidence du cancer, puisque avec un taux de participation de 65%, on éviterait l'apparition de 5700 cas de cancer colorectal, alors qu'actuellement, on estime en éviter que 2200 par an. Donc il y a réellement un impact du taux de participation, et il faut vraiment cibler les efforts en faveur d'une augmentation de ce taux de participation. Oui, Michel, donc ces participations sont vraiment le nœud gordien de l'efficacité du dépistage. Et je pense que cette augmentation n'est pas une utopie. Pourquoi? Je dis ça parce que en première campagne 2004-2006, on avait déjà atteint un taux de participation de 48%. Et je vais me lancer dans une petite simulation tout à fait grossière, mais pour donner un ordre de grandeur. Compte tenu de la démographie médicale et des pharmaciens ici dans le Finistère, il suffirait que chaque officine, chaque médecin distribue un seul test par semaine pour qu'on dépasse la barre des 50%. Donc, ce n'est pas une utopie, c'est une possibilité réelle. Alors, comment améliorer cette participation? Eh ben, elle passe par l'analyse, bien sûr, des freins justement à la pratique de ce dépistage et aux mesures donc qui ont été mises en place pour contrecarrer ces freins en quelque sorte, ce ralentissement du dépistage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Michel?
Oui, alors les freins au dépistage organisé du cancer colorectal sont maintenant bien connus, hein. Il y a au premier plan la complexité et l'aspect rebutant de la démarche, qui est souvent rapporté par les patients. Et puis, donc, parmi les facteurs, en rouge, ce sont les facteurs qui sont liés à la population, aux patients, et en gris, ce sont les facteurs qui peuvent être liés aux professionnels de santé. Donc, parmi les facteurs que l'on identifie dans la population cible, il y a très certainement une méconnaissance du cancer colorectal et des programmes de dépistage, un manque d'information qui est souvent signalé pour prendre une décision qui soit éclairée, un sentiment de ne pas se sentir concerné par le dépistage organisé, on va y revenir, une gêne à l'égard de la localisation de ce cancer et des modalités de réalisation du test, puisque ça a trait à l'intimité. Et puis, pour certains patients, c'est réellement la peur d'avoir un résultat positif et d'avoir, en cas de résultat positif, à subir une coloscopie. Parmi les freins qui peuvent être liés aux professionnels de santé, on incrimine parfois le manque de temps des professionnels de santé, mais on va voir que ce n'est pas tout à fait le cas en fonction de la taille des patientèles, notamment des médecins généralistes. C'est principalement également un manque d'explication lors de la remise du kit de dépistage par le professionnel de santé. Et ça a été le cas tout récemment, et notamment à l'issue de la période Covid et lors des changements de modalités d'invitation, des problèmes d'indisponibilité du kit chez ces professionnels de santé. Alors on sait que parmi les facteurs qui conditionnent la participation au dépistage, bien que le sexe masculin, les hommes participent moins que les femmes, et les sujets plus jeunes participent moins que les sujets plus âgés. Et les principaux facteurs qui caractérisent les non-participants, c'est surtout une situation sociale défavorable liée au statut socio-économique de sa population, au statut marital. On sait que les personnes célibataires, par exemple, les hommes célibataires participent moins que les hommes mariés. Et puis, ce sont toutes les personnes qui sont en situation précaire, hein, qui habitent un territoire défavorisé, éloigné des systèmes de soins, ou qui ont un lieu de résidence précaire. Et puis, il peut y avoir également des situations de santé défavorables qui n'incitent pas à se faire dépister, notamment l'existence de comorbidités, des pathologies qui conduisent à la mise en affection de longue durée, telles que d'autres cancers, l'obésité ou d'autres pathologies chroniques. Alors, il y a un paradoxe en France entre l'adhésion et les pratiques déclarées. Quand dans un sondage qui a été réalisé par l'Institut BVA en 2023, quand on pose la question à la population, diriez-vous que vous êtes très favorable, plutôt pas favorable ou pas du tout favorable à un dépistage du cancer colorectal? Et bon, on voit que plus de 90% des réponses sont favorables au dépistage organisé. Mais quand on passe à la pratique déclarée, à la question, vous-même, au cours de votre vie, avez-vous déjà fait un test de dépistage du cancer colorectal? Eh bien, on voit que la réponse est positive dans uniquement 68% des cas, et c'est une des explications du faible taux de dépistage, de participation dans la population. Il y a également un faible niveau d'implication. Sur 5 personnes éligibles, 2 répondants ne se sentent pas personnellement concernés par le dépistage organisé du cancer colorectal. Et les principales raisons pour lesquelles les personnes ne se sentent pas concernées par le dépistage du cancer colorectal, c'est que, premièrement, je n'ai pas de symptômes, donc je n'ai pas de raison de me faire dépister. Or, c'est vraiment l'erreur grossière à ne pas commettre, puisque le dépistage s'adresse à des personnes asymptomatiques. J'estime ne pas être une personne à risque, avec plus de femmes qui ont ce sentiment. J'ai le sentiment d'être en bonne santé,
Et je ne crois pas en l'efficacité du dépistage. Et puis d'autres évoquent l'âge d'être encore trop jeune pour participer au dépistage organisé du cancer colorectal. Donc il y a réellement des efforts à faire. Concernant les professionnels de santé, eh bien, on voit que ça c'est une enquête qui a été réalisée par l'INCa, c'était il y a une dizaine d'années, auprès de médecins généralistes. Et globalement, quand on voit l'intérêt des médecins généralistes pour les dépistages organisés, cancer du sein, cancer colorectal et cancer du col de l'utérus, vous voyez que la majorité des médecins croient en l'efficacité du dépistage organisé. Mais quand on regarde les taux de vérification systématique en consultation du statut vis-à-vis du dépistage, ben on voit qu'ils sont bons pour le cancer du sein, qu'ils sont modérément bons pour le cancer du col utérin, et qu'ils sont faibles pour le cancer colorectal. Et tout à l'heure, je disais que le manque de temps n'est pas un élément réellement majeur, puisqu'on voit même que pour les médecins généralistes qui voient plus de 25 patients par jour, eh bien, le contrôle systématique du dépistage est beaucoup plus élevé que pour les médecins généralistes qui voient moins de patients. Alors, quels sont les principaux leviers pour augmenter la participation? Eh bien, très certainement d'avoir une implication des professionnels de santé, la qualité de la relation avec la personne cible est réellement primordiale et les professionnels de santé doivent faire preuve de force de conviction pour convaincre leurs patients et délivrer une information qui soit claire et qui soit facilement compréhensible, car on sait que le niveau de littératie en santé de la population générale est très variable en France. Et puis, il y a également l'entourage familial et amical qui peut jouer un rôle. Et il y a une étude qui avait montré que lorsque le test est remis par un professionnel de santé avec des explications compréhensibles, eh bien, 9 personnes sur 10 réalisent le test de dépistage. Donc, à retenir que l'implication des professionnels de santé, en particulier des pharmaciens et des médecins, est vraiment la pierre angulaire du succès du dépistage. Et je dirais qu'elle prévaut même sur l'ensemble des campagnes médiatiques qui peuvent être faites autour de ce dépistage. Alors, ceci engage un peu plus notre responsabilité, nous, professionnels de santé, et j'en veux pour preuve une étude du baromètre cancer dans sa 4e édition qui montre que parmi les patients qui réalisent ce test, plus de 52%, presque 53%, l'ont fait sur incitation de leur médecin traitant ou de leur pharmacien. Et donc ceci souligne bien sûr la nécessité d'un engagement très fort de notre part pour promouvoir ce dépistage. Ayons conscience simplement que ne serait-ce que remettre un test au patient, c'est possiblement sauver une vie. Alors, Michel, il y a quand même des considérations pratiques à envisager pour que ce test reste de qualité et ne soit pas à refaire de façon inopportune. Quelles sont ces précautions, Michel? Eh bien, on va revenir notamment sur les nouvelles modalités d'invitation du dépistage organisé et sur les différentes étapes qui conduisent à la réalisation du test. Je vais d'abord commencer par, très rapidement, envisager la population cible. La population cible du dépistage organisé, c'est la partie rouge du camembert, le rouge foncé, 80% de la population qu'on appelle un risque moyen de cancer colorectal. Quand on regarde la répartition des niveaux de risque dans la population, ben on voit qu'il y a des maladies génétiques qui sont responsables d'environ 5 à 6% des cancers colorectaux. C'est particulièrement les polyposes adénomateuses familiales et les syndromes de Lynch. Il y a 15% qui sont liés à un risque accru du fait d'antécédents familiaux de cancer colorectal ou d'adénome avancé. Et donc, le dépistage organisé s'adresse à cette population à risque moyen
Il s'adresse plus particulièrement aux hommes et aux femmes qui sont âgés entre 50 et 74 ans, puisqu'on sait que l'incidence du cancer colorectal augmente régulièrement, surtout après 50 ans, totalement asymptomatique, et ça c'est réellement quelque chose qu'il faut expliquer aux patients. Il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes pour faire le dépistage, qui n'ont pas d'antécédents personnels ou familiaux au premier degré de cancer colorectal ou d'adénome à risque, et qui n'ont pas de contre-indication au dépistage. Alors, depuis le 1er janvier 2024, vous savez qu'il y a eu des transferts des invitations au dépistage organisé des différents cancers, qui étaient donc jusqu'à présent dévolus et réalisés par la CRCDC. Ce transfert a été effectif, et c'est donc l'assurance à maladie maintenant qui est en charge des invitations. Alors, comment ça se passe depuis le début de l'année en pratique? La population éligible, donc personnes âgées de 50 à 74 ans, sans symptômes, sans facteurs de risque, reçoivent de l'assurance de maladie un courrier d'invitation. Ce courrier d'invitation comporte 2 étiquettes, explique les modalités et l'intérêt de faire le dépistage. Et donc, après avoir reçu ce courrier de l'assurance maladie, les personnes sont invitées à se procurer le kit de dépistage. Ils peuvent donc se procurer ce kit de dépistage par l'intermédiaire d'un médecin, que ce soit un médecin généraliste, un gynécologue, un hépatogastro-entérologue ou un médecin exerçant dans un centre d'examen de santé du régime général de l'assurance maladie. Depuis 3 ans maintenant, les tests de dépistage peuvent également les kits de dépistage peuvent être également retirés en pharmacie après un entretien entre la personne et un pharmacien formé au dépistage. Et enfin, les patients peuvent également commander en ligne ces kits de dépistage sur le site suivant, monkit.dépistage-colorectal-colorectal.fr, avec une connexion par France Connect qui est maintenant possible. Alors, ce kit de dépistage, il comporte 3 volets. Le premier volet, dans le premier volet, est inséré le mode d'emploi de ce test de dépistage. Dans le volet du milieu figure une fiche d'identification qui est extrêmement importante, et puis le dispositif de recueil des selles. Et dans le troisième volet figure donc le test immunologique en lui-même, mais également une enveloppe destinée à renvoyer le test et un sachet pour mettre le tube après avoir réalisé ce test. Il est extrêmement important de vérifier la date de péremption du test, parce qu'on verra que dans les tests non lus par le laboratoire Cerba, les tests périmés sont une cause majeure de tests non analysables. Alors, pour réaliser ce test, le patient qui reçoit sa lettre d'invitation doit coller la grande étiquette sur la fiche d'identification, et sur cette même fiche d'identification, il ne doit surtout pas oublier de faire figurer la date du test et son numéro de téléphone pour pouvoir recevoir par une voie numérique les résultats du test. La petite étiquette, elle, est à coller par le patient sur le tube de prélèvement, et le patient doit indiquer de façon formelle donc la date de réalisation du test, sinon il ne sera pas lu et exclu par le laboratoire. Donc cette procédure est extrêmement importante pour éviter les tests non analysables. Ce petit film va vous montrer comment Bonjour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre médecin vous a remis cette enveloppe. Le moment est... Je vais appeler la technique parce que j'ai pas de son. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Mieux pour vous de faire le test. Sinon, on va passer. C'est bon, ça passe? C'est nous qui entendons pas. Ah bon, d'accord.
On me dit que vous entendez, mais nous, on n'entend pas. Voilà un petit film qui a été réalisé il y a 4 ans, je crois, par Bonjour. Nicolas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre médecin vous a remis cette enveloppe. Le moment est donc venu pour vous de faire le test de dépistage du cancer colorectal. Vous allez voir, c'est très simple. Le test se présente comme ça, en 3 volets. Mode d'emploi, la fiche d'identification très importante, le dispositif de recueil des selles, le tube de prélèvement, l'enveloppe de retour. Tout d'abord, vous devez bien vous identifier grâce à la lettre d'invitation que vous avez reçue. Cette lettre comporte 2 étiquettes, une grande, une petite. La grande est déjà pré-remplie avec vos coordonnées. Vous devez la coller sur la fiche d'identification en haut à gauche, sans oublier de compléter les informations. La petite étiquette, sur laquelle vous devez absolument noter la date à laquelle vous avez fait le test, vous la collez sur le tube, là où il y a nom et date. Si vous n'avez pas reçu votre lettre d'invitation, ce n'est pas grave. Vous devez aussi remplir la partie centrale de la fiche d'identification, dont la petite étiquette, que vous collerez sur le tube. Et maintenant, passons au test. Vous l'avez vu, tout est dans le kit. Ça, c'est la feuille de recueil des selles. Du caca, quoi. Retirez les languettes sur les autocollants, puis vous collez la feuille sur la lunette des toilettes, comme ceci. Tapotez au milieu pour faire un creux. Pour que le test soit réussi, aucun contact avec un liquide. Pas d'urine, pas de javel, rien. Entre nous, le mieux, c'est d'aller uriner avant. Et à partir de maintenant, eh bien, on fait comme d'habitude. C'est fait. Bon. Alors, on ouvre le tube en dévissant le bouchon comme ceci. L'extrémité de cette tige est estriée. C'est avec ça qu'on fait le prélèvement. Comme ça. Alors évidemment, ce ne sont pas de vraies selles, hein. On gratte à la surface, à plusieurs endroits, jusqu'à ce que la partie striée soit complètement recouverte. Parfait. Ensuite, on remet la tige dans le tube, que l'on ferme bien, et on secoue. Le reste, évidemment, dans un sac plastique, direction la poubelle. Voilà. Ensuite, vous mettez le tube dans le sachet de protection, comme ceci. Vous prenez la fiche d'identification bien complétée et vous glissez le tout dans l'enveloppe T. Pas besoin de timbre, c'est prêt pour l'envoi. Idéalement, il faut poster l'enveloppe le jour du test. Un empêchement, ce n'est pas grave. Postez l'enveloppe le lendemain au plus tard. Un conseil. Alors donc, dans 3,5% des cas, le laboratoire Cerba va répondre que le test n'est pas analysable. Les raisons principales qui conduisent à un test non analysable, c'est le délai de péremption qui est dépassé, un prélèvement qui date de plus de 6 jours, donc il est important d'expliquer aux patients qu'ils doivent immédiatement, dans les 24 heures suivant la réalisation du test, poster et envoyer leur test au laboratoire Cerba dans l'enveloppe adéquate. Et il faut déconseiller aux patients de réaliser le test en fin de semaine, avant un week-end, et notamment lorsque le week-end s'accompagne de jours fériés et d'une période de non-fonctionnement du laboratoire particulièrement longue. Autre raison pour les tests non analysables, c'est des renseignements qui sont pas portés sur le tube ou sur la fiche d'identification, et notamment la date de prélèvement qui est extrêmement importante, ou alors un tube qui est envoyé sans la fiche d'identification. Donc il faut clairement expliquer au patient qu'il doit envoyer à la fois le test et la fiche d'identification. C'est particulièrement important parce qu'on sait que 30% des personnes qui ont un test rendu non analysable ne refont pas de test et donc échappent ultérieurement au dépistage organisé du cancer colorectal. Alors je l'ai dit, le test immunologique va s'avérer positif dans 4% des cas environ. Dans 96%, le test va être négatif. Ça veut dire qu'au moment où le test a été réalisé, il n'y avait pas de saignement dans les selles au moment du prélèvement de selles. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de cancer, et ça peut expliquer un certain nombre de cancers d'abdomen, parce que certains cancers ou polypes
peuvent ne pas saigner au moment du test, et ça explique l'intérêt de réaliser ce test à nouveau au bout de 2 ans pour éviter d'être confronté à ces cancers d'intervalle. Dans 4% des cas, le test va s'avérer positif. Ça veut dire que ce test a permis de détecter un saignement occulte dans les selles au moment où le test a été réalisé. Il faut bien expliquer aux patients que ça ne signifie pas obligatoirement qu'il y a un cancer sous-jacent. Il y a d'autres causes de saignement occulte dans les selles que les causes cancéreuses, notamment les gros polypes. À ce moment-là, si le test est positif, le patient doit revoir son médecin traitant qui va l'orienter vers un gastro-entérologue pour la réalisation d'une coloscopie. Si entre la réalisation de 2 tests, entre les 2 ans qui séparent la réalisation des tests, apparaissent des signes d'alarme, tels qu'un amaigrissement inexpliqué, des troubles du transit, la présence de sang visible dans les selles ou des douleurs abdominales persistantes et inexpliquées, il est réellement important d'expliquer au patient qu'il doit à ce moment-là consulter son médecin traitant qui jugera de l'opportunité ou non de faire des examens complémentaires et notamment une coloscopie. Voilà donc ce que je voulais dire globalement sur l'intérêt du dépistage. Si vous avez des questions à poser sur cette partie, n'hésitez pas à le faire, soit par l'intermédiaire du chat mis à votre disposition. Michel, merci pour toutes ces recommandations précieuses concernant la réalisation du test. Je rajouterai tout simplement 2 recommandations qui ont valeur de dogme en matière de dépistage. Un test négatif se renouvelle 2 ans après. Un test positif ne se contrôle pas. Il faut avoir pour le dépistage cette attitude radicale. Alors, le dépistage, dépister, c'est en fait un terme emprunté à la chasse, c'est débusquer le gibier en suivant sa trace. Je me tourne vers toi, Franck, toi qui es au quotidien dans cette chasse, dans cette mise en évidence des polypes et des cancers débutants par la coloscopie. Que peux-tu nous dire sur l'évolution de cette technique actuellement, en particulier à l'aube de l'introduction de l'intelligence artificielle? Merci Yvon. Donc, bonsoir à tous. Donc, effectivement, la coloscopie, c'est notre quotidien. Donc, je vais vous expliquer dans une première partie ce qu'est en pratique la coloscopie. Et on verra ensuite des exemples d'ablation, de résection de polypes. Vous l'avez bien compris dans cet exposé, hein, ce qui est important, en fait, c'est de dépister le cancer colorectal, soit au stade de polype, et en enlevant les polypes, on va éviter le cancer, soit des gros polypes qui ont déjà peut-être un cancer superficiel, et maintenant, avec une nouvelle technique endoscopique, on a des moyens d'enlever ces polypes en endoscopie. Et parfois, si les cancers ont déjà envahi la paroi, comme l'a expliqué Michel Orbaskevitch, ces patients seront éligibles à la chirurgie. Donc, dans un premier temps, on va vous passer un film qui explique en pratique, en fait, ce qu'est une coloscopie et la simplicité de l'examen. La coloscopie est un examen visuel du côlon. L'examen va durer 30 minutes environ, sous anesthésie générale, et nécessite une demi-journée de présence en ambulatoire. Vous allez commencer votre préparation 3 jours avant, avec un régime alimentaire sans résidus. La veille de l'examen, vous allez prendre la première des 2 purges. Avec un régime alimentaire sans résidus. La veille de l'examen, vous allez prendre la première des 2 purges. La purge consiste à boire 1 à 2 litres d'une solution laxative. Pour que l'examen soit réussi, votre côlon doit être parfaitement propre. Après la prise de la purge, il ne faut plus absorber de nourriture solide,
seulement des liquides. Les premiers effets de la purge vont commencer à se faire ressentir. Vous aurez la diarrhée, je ne vous cache pas que c'est l'étape désagréable de la préparation, mais elle est obligatoire. Nous sommes maintenant le jour de la coloscopie. 4 à 5 heures avant l'examen, vous allez commencer à prendre la deuxième purge. Après celle-ci, vous devez impérativement rester à jeun durant les 3 heures qui précèdent l'examen. Je vous conseille vraiment de bien respecter cette préparation. Si elle est mal effectuée, l'examen sera automatiquement annulé et reporté. Nous sommes le jour de la coloscopie et vous vous rendez au service de gastro-entérologie. L'infirmière est là pour vous rassurer et répondre à vos inquiétudes. Elle va ensuite placer sur votre bras un petit cathéter pour permettre de vous endormir. D'ailleurs, ça y est, je crois que vous dormez. Votre sieste va durer une demi-heure. Durant cette demi-heure, le gastro-entérologue va introduire une caméra miniaturisée par voie anale. Grâce à l'endoscope et aux écrans de contrôle, il va rechercher dans votre côlon des polypes pour éventuellement les retirer et les analyser. Durant tout l'examen, l'infirmière anesthésiste veille sur vous. Voilà, c'est fini. Vous êtes maintenant en salle de réveil. Vous allez y rester 15 minutes, le temps de reprendre toute votre conscience. Vous aurez des ballonnements et certainement quelques gaz à évacuer. Puis, quand vous serez bien réveillé, vous irez en service ambulatoire pendant environ 2 heures. Vous pourrez y prendre un repas léger ou une collation. Votre gastro-entérologue va ensuite venir vous présenter le compte-rendu de l'examen. S'il y a eu des retraits de polypes, vous recevrez dans quelques jours le résultat des analyses. Dans ce cas, votre médecin peut vous proposer un nouveau rendez-vous de contrôle. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous. Vous allez partir avec les coordonnées d'un médecin à contacter en cas de problème, tels que des douleurs abdominales inhabituelles ou d'éventuels saignements. Attention, vous venez d'avoir une anesthésie générale, il y a donc des consignes de sécurité à respecter. Il est strictement interdit de conduire pour rentrer chez vous. Vous devez être accompagné. Ne buvez pas d'alcool. Prenez une demi-journée de repos et prévoyez une personne qui restera près de vous la nuit qui suit l'examen. Voilà, tout s'est bien passé. La coloscopie est un acte médical parfaitement maîtrisé et peu contraignant pour le patient. Comme tout examen, il peut générer des inquiétudes. C'est pourquoi n'hésitez pas à poser toutes vos questions aux médecins et aux infirmières qui vous accompagnent. Ils sont là pour y répondre et vous rassurer. Alors, donc concernant la pratique de cette coloscopie, la Société française d'endoscopie digestive et le Conseil national professionnel des pathogastro ont émis des recommandations qui sont essentiellement basées sur les recommandations européennes d'endoscopie digestive. Et on insiste fortement pour ces recommandations sur la qualité en fait de l'examen par coloscopie. On a vu dans le film l'importance en fait de la préparation intestinale. Donc cette coloscopie, je pense ce qui est important, c'est que tous les patients, comme c'est un geste aussi que vous avez vu fait majoritairement sous anesthésie générale, il va falloir qu'on voit les patients avant, le gastro-entérologue voit les patients en consultation pour leur expliquer en fait le geste, pour déjà aussi recueillir leur consentement éclairé, hein, et puis on va surtout insister sur l'importance de faire bien cette préparation, et on va essayer de dépister les facteurs de risque que cette préparation soit pas bonne, et on vérifie si les patients n'ont pas des problèmes de constipation en particulier. Il va falloir peut-être la renforcer un petit peu, et pour essayer d'avoir la préparation, un taux de préparation le maximal. Et vous avez vu sur la diapositive, on utilise des scores pour grader la qualité de la préparation, et il faut que cette préparation ait un score supérieur à 7 pour qu'elle soit considérée comme bonne. Et au moment de cette consultation-là, on vérifiera également que les patients ne prennent pas de traitement anticoagulant ou antiagrégant, parce que quand on fait une coloscopie, on s'attend toujours à trouver des polypes et il va falloir les enlever. Donc la préparation, c'est vraiment le premier critère de qualité pour la coloscopie.
Et ensuite, on va juger sa complétude, c'est-à-dire qu'on a bien vu tout le côlon jusqu'au bas fond sécal, qu'on a bien repéré l'orifice appendiculaire et la valvule iléosécale. Et donc, on considère qu'il faut que chez les bons endoscopistes bien formés, et on va voir tout le côlon dans 90% des cas. Alors ça, c'est les critères de qualité donc de la préparation et de l'endoscopiste. On sait également que en fait, ce qui est important en fait, c'est la capacité qu'on va avoir à détecter des polypes et en particulier des adénomes, parce que les adénomes, en fait, il y a plusieurs polypes dans le côlon. Certains polypes peuvent être de nature hyperplasique, ceux-là ne sont pas à risque de cancer. Par contre, les adénomes le sont. Et quand on regarde en fait la qualité d'un endoscopiste à détecter les adénomes, donc là, on regarde le taux de détection d'adénomes. Ça correspond au nombre de coloscopies, on a vu au moins un polype sur le nombre de coloscopies totales. Et globalement, on considère qu'il doit être au moins supérieur à 45%. Là, c'était une étude qu'on vous montre qu'avait fait notre collègue dans le Grand Est, Bernard Denis, on avait repéré parmi 119 endoscopistes, 83% des endoscopistes avaient ce taux de détection de plus de 45%, alors que quelques-uns, vous voyez quand même, étaient en deçà et n'étaient pas des bons détecteurs en fait d'adénomes. Alors c'est important en fait de passer du temps, d'avoir un côlon bien préparé, de faire une coloscopie complète, parce que ce qu'on craint toujours en tant qu'endoscopiste, c'est le risque en fait d'avoir un cancer d'intervalle. Un cancer d'intervalle, on en a parlé tout à l'heure, c'est un cancer en fait qui va survenir entre deux coloscopies, entre deux contrôles. En fait. Et on l'estime à peu près à 4,2%. Il est la plupart du temps dans le côlon droit. Quand on dit proximal, c'est le côlon droit. Il est plus fréquent chez la femme que chez l'homme. Alors pourquoi on retrouve ces cancers d'intervalle? Alors ça peut être des lésions qu'on n'a pas vues parce que la préparation était mauvaise, parce que les lésions étaient très planes. On va voir qu'il y a des lésions festonnées qui sont difficiles à voir, et l'augmentation maintenant de la qualité des endoscopes avec la haute définition permet de repérer des lésions qu'on ne repérait pas forcément avant, ou parce que finalement le délai de surveillance était trop long entre les deux coloscopies. Mais ça n'explique pas tout. Il faut savoir que ces cancers d'intervalle, quand même on a fait une coloscopie, on a tout repéré. Il y a certaines carcinogénèses, certains types de polypes qui sont accélérés, et certains patients peuvent développer, ils sont rares bien sûr, un cancer d'intervalle. Alors, on insiste vraiment sur ce TDA, ce taux de détection d'adénome, hein, qui est lié du coup à l'opérateur, à l'endoscopiste. Ce que vous voyez dans cette étude, en fait, qui avait été publiée dans un grand journal en 2010, c'était une étude polonaise en fait qui avait regardé en fait le risque de faire un cancer d'intervalle était vraiment lié en fait au taux de détection d'adénome. Les endoscopistes qui avaient un taux de détection fort, et là c'était au seuil de 20%, il y avait très peu de cancer d'intervalle, alors que les endoscopistes qui avaient un taux de détection faible, ils avaient beaucoup plus de cancer d'intervalle. Alors voilà le type de polype en fait qu'on appelle les adénomes festonnés sessiles. Sessiles, ça veut dire que ce sont des polypes, vous voyez, qui sont juste à peine visibles sur le revêtement de la muqueuse. Alors maintenant, là, on voit sur la photo B en fait, en mettant une coloration. Alors c'est une coloration qu'on peut poser sur le côlon, mais là on a aussi sur nos endoscopes des colorations virtuelles. On peut avoir la même image juste en appuyant sur un bouton. Et ça nous permet en fait de repérer des lésions très planes en fait, et c'est ces lésions-là qui pouvaient
en partie beaucoup expliquer en fait le cancer d'intervalle. Donc là, je vais vous montrer un exemple en fait. On peut voir le film peut-être sur maintenant l'amélioration de l'intelligence artificielle qui nous aide en fait à caractériser, qui nous aide à mieux repérer les polypes. L'intelligence artificielle a pour objet de simuler l'intelligence humaine. Il s'agit d'une science cognitive qui fait appel à la logique, à l'informatique et qui se nourrit de bases de données volumineuses. L'intelligence artificielle est fondée sur des algorithmes informatiques qui reposent sur des systèmes d'apprentissage profond et des réseaux neuronaux qui exploitent des bases de données d'images annotées et interprétées par des médecins experts. Le champ d'application en endoscopie digestive est très vaste, englobant le dépistage, le diagnostic, la caractérisation et, dans un proche avenir, la thérapeutique. Les premières réalisations concernant la détection et la caractérisation des polypes coliques assistés par ordinateur font désormais l'objet d'une industrialisation. Cette révolution technologique est susceptible d'améliorer les performances des médecins et donc la qualité des soins. L'enjeu en coloscopie est de pouvoir détecter les polypes qui sont difficiles à visualiser et de les caractériser, c'est-à-dire d'identifier parmi ceux-ci ceux qui sont à risque de cancer. Vous voyez, le dispositif a détecté le cadaille, a détecté la lésion. Hein, de toute façon, quand on fait des coloscopies back-to-back les uns après les autres, hein, on peut retrouver facilement 15% de lésions. Donc voilà, là le dispositif l'a détecté. Il y a un petit bip qu'on entend. Et en fait, si on passe en BLI, on va essayer de rester assez fixe et de caractériser. Donc on va mettre l'image complète, on va vous mettre l'image complète avec le petit graphe sur le côté, parce qu'il y a un petit graphe aussi qui est intéressant. Donc là vous voyez sur l'écran, on affiche donc un cercle jaune autour. Quand on est dans le jaune, on est plutôt dans ce qui est appelé néoplastique, donc plutôt dans les adénomes. Le petit graphe sur le côté, il vous donne une sorte de radar de cartographie, hein, c'est pareil, quand il s'allume en jaune, on est dans le néoplastique, donc dans l'adénome. L'intérêt du petit graphe à côté, c'est si éventuellement on a une lésion, enfin plusieurs lésions. Sur le graphe, on pourrait éventuellement différencier une lésion hyperplasique qui s'afficherait en vert et une lésion à risque en jaune. Donc la caractéristique affiche autre chose. Il affiche aussi, vous voyez, 3 barres sur le côté. Sur le côté droit de l'écran, en fait, il affiche son degré de confiance, on va dire, dans le diagnostic. Hein, voilà, donc là, on a quand même les 3 barres, donc on est assez confiant. Comme vous pouvez le voir, le cadaille détecte un autre polype qui va être caractérisé en vert cette fois-ci, donc hyperplasique, et ne sera pas retiré car sans risque de cancer. L'intelligence artificielle constitue donc une aide indéniable pour les endoscopistes. Des études contrôlées ont montré qu'elle permettait d'améliorer leur performance en augmentant de 10% le taux de détection des polypes. Donc on a pu voir donc dans cet exemple comment l'intelligence artificielle peut nous aider en fait à différencier des polypes bénins, des polypes malins, du coup des polypes qu'il faut enlever, peut-être ceux qu'il ne faut pas enlever. Donc le but en fait, l'avantage de l'endoscopie interventionnelle par rapport à l'exercice chirurgical, c'est vrai que il y a la préservation d'organes, hein. On peut enlever des gros polypes, mais du coup, comme on n'enlève pas la paroi, il y a une restitution intégrante de l'organe. Il y a une mortalité nulle en endoscopie, il y a peu de morbidité comparé à la chirurgie, et on l'a vu tout à l'heure, les coûts sont quand même inférieurs. Et donc, on insiste sur le fait que si on peut enlever les polypes par voie endoscopique, il faut vraiment éviter la chirurgie dans ce contexte. La chirurgie a toute sa place, par contre, chez les patients qui ont un polype qui envahit la paroi. Donc on va voir d'autres exemples par la suite. Alors ça c'est un exemple d'un petit polype en fait qu'on va juste enlever avec une lance froide. Donc en général ça s'adresse à des polypes de moins d'1 centimètre.
Donc on va juste prendre un petit lasso, en fait, se positionner, se plaquer contre la paroi, prendre le maximum en fait de muqueuse saine autour de ce petit polype, et on fait un mouvement sec. L'aide, l'infirmière d'endoscopie sectionne avec la poignée le polype, et en général on le récupère ensuite dans l'aspiration de l'endoscope, et on voit ensuite en nettoyant le résultat, on voit qu'on a enlevé de la muqueuse saine autour du polype. Donc ça, c'est vraiment les techniques qu'on utilise pour des petits polypes de moins d'un centimètre. Et ensuite, on va voir l'exemple là ici, là d'un plus gros polype. Là, vous avez ce qu'on appelle un polype qui dit pédiculé, ou ici le pied du polype. Alors, on utilise une technique particulière pour diminuer le saignement, c'est qu'on va mettre en place un petit garrot, ce qu'on appelle une enveloppe, ce qui permet de serrer. On voit d'ailleurs, c'est un peu violacé. Une fois qu'on a serré, on a dévascularisé le polype pour diminuer le saignement. Et ensuite, on prend notre anse chaude, du coup, qui elle est reliée à notre bistouri, et on va couper au-dessus du garrot, et dans ces polypes pédiculés, comme ça nous évite, un risque de saignement. Donc ça s'adresse à cette technique-là à des polypes qui ont un pied qui est supérieur à 1 cm. Dans ce cas-là, on avait mis un clip en place pour repérage éventuel en fonction de l'analyse du polype. Et ensuite, ce polype-là est récupéré. Alors là, il ne peut pas passer dans le canal opérateur d'endoscope, donc on le récupère avec une anse filée qu'on ramène et qu'on va ensuite analyser. Donc là, je vais vous montrer l'exemple d'un polype où on va faire ce qu'on appelle une mucosectomie. Alors le problème, c'est que ce polype-là, vous voyez, il n'a pas de pied, il est étalé, et donc on va avoir des difficultés en fait l'intérêt, c'est de le prendre d'un seul bloc pour avoir une analyse fiable. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on injecte en fait un produit qui c'est de l'eau stérile avec teinté d'indigo carmin. C'est pour ça que la sous-muqueuse là apparaît bleue comme ça, et en fait on s'écarte de la paroi, on s'écarte du muscle, parce que le but effectivement en coloscopie, c'est de rester, d'enlever la muqueuse et la sous-muqueuse, et de respecter la musculeuse, parce que si on coupe la musculeuse, ça s'appelle une perforation. Et là on enserre le polype, et on va passer un courant de coagulation-section. On appuie sur une pédale, et ça fait la coagulation et la section en même temps. Et là, on voit qu'on a des marges saines. On a le fond de la mucosectomie, et du coup, on récupère de la même façon ensuite ce polype avec une anse filet. Donc voilà, donc ce polype là, il faisait à peu près un peu plus de 2 cm. C'est la limite à peu près, hein, au-delà de 25 mm. On a du mal à être ce qu'on appelle monobloc, et de plus en plus maintenant, on souhaite enlever les polypes de façon monobloc pour avoir une étude fiable. Ce qu'on fait parfois, comme on le fait là, c'est qu'on va marquer le polype avec c'est du charbon activé, ça tatoue le polype. Si jamais, pour une raison X ou Y, ce polype envahissait la paroi, ce qui n'a pas l'air de le cas, mais ça pourra guider effectivement le chirurgien plus tard si on doit faire un traitement complémentaire. Ce n'était pas le cas pour ce polype. Un autre exemple, en fait, c'est on voit maintenant des polypes qui sont vraiment très étalés. Alors celui-là, il fait quasiment, on va dire, plus de 5 cm, hein, 7 cm peut-être. Il prend quasiment plus d'un tiers de la circonférence. On appelle ça une LST, lateral sprawling tumor. Et donc, comme on a les moyens maintenant l'aspect du polype nous fait penser qu'ici, il n'y a pas de cancer, et donc on s'autorise à l'enlever, dit par fragmentation, on appelle ça mucosectomie piecemeal, c'est-à-dire qu'on soulève cette volumineuse LST, et on va de proche en proche réséquer toute la lésion. Voilà, souvent ça saigne, et on doit faire l'hémostase au fur et à mesure. On utilise souvent des pinces coagulantes qui permettent d'arrêter les saignements.
Et le but, c'est vraiment de ne pas faire de pont muqueux et de réséquer et prendre une marge à chaque fois sur la muqueuse saine pour enlever complètement le polype. Donc, voilà. Donc cette technique-là, là on voit effectivement ce que je vous disais, la pince coagulante. Hein, on coagule en fait le vaisseau, on est branché sur le bistouri par le canal opérateur et on peut comme ça faire l'hémostase. Donc, et de la même façon, on va récupérer tous les morceaux pour analyser. Alors l'analyse est un peu plus difficile parce qu'il y a plusieurs morceaux pour le médecin hydropathologiste, mais on utilise cette technique sur des lésions qui d'emblée nous paraissent bénignes et on pense qu'il n'y a pas d'invasion au niveau de la paroi. Et donc la dernière technique que je voulais vous présenter, c'est quand on s'adresse à des lésions qui nous apparaissent un cancer superficiel dont on pense qu'il envahit probablement la muqueuse et peut-être un peu la sous-muqueuse. Et donc, pour des raisons de qualité de résection, il va falloir qu'on l'enlève d'un seul bloc. Et donc, la dissection sous-muqueuse, ça consiste à marquer la lésion tout autour, de faire ce qu'on appelle une incision circonférentielle. On va faire tout le tour de la lésion. Ensuite, on va, pareil comme en musectomie, injecter, mais avec un couteau endoscopique. On va avec réséquer de proche en proche la lésion. Et vous voyez qu'on cède parfois de traction avec des clips, ce qui nous permet de s'exposer le lambeau et l'enlever d'un seul bloc. On a également un film qu'on va vous montrer d'une dissection sous-muqueuse sur une lésion ici qui était un peu polypoïde. Alors, quand les lésions sont très polypoïdes et très implantées, on augmente le risque qu'il y ait un cancer dans cette partie-là polypoïde. Donc là, c'est le même temps que la mucosectomie. On injecte d'abord notre solution en fait de sérum physiologique teinté d'anidocarbure. Donc le but est bien de s'écarter bien du muscle parce que voilà, il y a deux complications hein, globalement quand on est en polype, c'est l'hémorragie et la perforation. Hein. C'est des complications qu'on sait gérer, en endoscopie, mais la perforation maintenant ça se gère également. Quand bien même ça survient, on a des outils maintenant pour fermer les perforations. C'est une étude récente, on a montré que sur une perforation thérapeutique, 9 fois sur 10, les patients ne sont pas opérés et on peut refermer en fait le défect qu'on a créé. Mais l'idée quand même est d'essayer au maximum de rester dans le plan et rester dans la sous-muqueuse. Alors ici, on a l'exemple de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on cède de traction. Alors on met avec un clip un petit élastique. Hein, donc c'est des élastiques qui existent. Hein, c'est des élastiques pour les dentistes hein, qu'on prend et on met un autre clip et c'est un peu notre aide opératoire en fait cette traction là. C'est l'aide qu'on n'a pas en endoscopie mais qui nous permet de s'exposer le plan. Et vous voyez là le couteau endoscopique nous permet de sectionner, de coaguler si jamais ça saigne et d'arrêter les saignements. Et donc on essaye d'enlever cette lésion d'un seul bloc, encore, je vous disais tout à l'heure, pour vraiment améliorer pour avoir un spécimen d'un seul bloc de qualité, parce que si jamais il y a un cancer dans le polype, on saura exactement ce qu'on a fait. On saura si on est passé, si on a des marges en profondeur. Le médecin anatomologiste nous dit si on est nos marges latérales et on va savoir si le traitement endoscopique qu'on aura fait sera ou pas suffisant. Bien sûr, s'il y a une infiltration qui va jusqu'à la paroi, jusqu'au muscle, dans certains cas, ça n'empêche pas derrière de faire un traitement complémentaire et que le patient puisse être opéré éventuellement derrière. Ici, on a la pièce à la fin qu'on expose et qu'on envoie pour analyser. Donc voilà ce que je voulais vous montrer en termes de nouvelles techniques et on
a des possibilités maintenant d'enlever des polypes. Vous voyez, le seul frein finalement endoscopique, c'est quand le cancer a envahi le muscle. Et là par contre, ce n'est plus de l'endoscopie, c'est de la chirurgie. Merci Franck pour ces explications parfaitement illustrées et commentées de façon simple, qui montrent effectivement ces progrès fantastiques de la coloscopie interventionnelle et qui, bien sûr, réduit d'autant le nombre d'indications chirurgicales. Michel, tu voulais rajouter un élément ? Non, je pense qu'il faut préciser également que tous ces gestes de résection, notamment les dissections sous-muqueuses, peuvent également être réalisés en ambulatoire. Ça ne nécessite pas forcément une hospitalisation. Donc c'est vraiment l'intérêt de cette technique qui explique son moindre coût, son moindre morbidité. Voilà, l'heure de la conclusion est arrivée et je me permets une recommandation à l'ensemble des professionnels de santé pour leur dire que malgré la multiplicité de leurs contraintes qui est incontestable, qu'ils gardent à la prévention du cancer colorectal la place qui lui revient. Tout ça, bien sûr, pour le bénéfice individuel de leurs patients et pour une réduction encore plus significative de la mortalité. L'efficacité de cette prévention est possible et je conclurai par cette citation de Victor Hugo: quand le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Voilà, bonsoir à tous. Merci à nos experts pour cette brillante présentation. Un grand merci aussi à l'équipe technique qui nous a permis de vous présenter ce webinaire. Un lien pour replay vous sera adressé dans les prochains jours. Alors n'hésitez pas à nous donner votre avis ou à manifester des idées ou des suggestions concernant de nouveaux thèmes de webinaire. En tout cas, le prochain webinaire aura lieu le 5 novembre et il portera sur les métiers de l'assistante médicale. Voilà, bonsoir à tous et bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.